Et donc, cette distinction opérée par Ferdinand de Saussure entre syntagme, l'axe horizontal, et paradigme, l'axe vertical, est tout aussi fondamentale que la distinction pour laquelle Ferdinand de Saussure est le plus connu entre valeur et signification et qui signe le début de la linguistique moderne. Est-ce qu'il y a des questions ? Eh bien, il y en a qui vont bien réussir leur examen de première année. Arrêtons-nous un instant. Comment se fait-il que le professeur a dit quelque chose et que le sens de ces mots était l'inverse de ce qu'il a dit? Parce que manifestement, il ne pense pas que l'étudiant va réussir son examen à la fin de l'année. Les mots ont un sens, et là, il se trouve qu'on les utilise pour dire autre chose. Comment expliquer cela? Et surtout, comment est-ce qu'on peut expliquer que ça ne pose problème à personne de faire ça tous les jours, à chaque fois qu'on s'adresse à quelqu'un? Bonjour, je m'appelle Steve Oswald, je suis maître d'enseignement et de recherche à l'Université de Fribourg en linguistique anglaise. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est la pragmatique. Il y a plusieurs façons d'expliquer le genre d'exemple qu'on a vu tout à l'heure. L'une des premières théories qui a essayé de faire ça de manière systématique, c'est la théorie des actes de langage, que l'on doit à un philosophe anglais qui s'appelait John Langshaw Austin. Avant lui, les études sur le langage, sur la communication, considéraient que la langue sert avant tout à décrire le monde. C'est-à-dire que les phrases qu'on produit sont soit vraies, soit fausses. Il fait 7 degrés aujourd'hui à Fribourg. Ceci est un Liechtenstein. J'ai faim. Ce sont des phrases qui peuvent être vraies ou fausses et qui décrivent quelque chose qui se passe dans le monde. Or, Austin, il se rend compte qu'il y a d'autres phrases, d'autres types d'énoncés qui semblent échapper à cette caractérisation. Par exemple, dire quelque chose comme « je promets que je serai là demain », ça ne peut pas être vrai ou faux. Une promesse, elle peut être réussie, elle peut être sincère, mais elle ne peut pas être vraie ou fausse. Poser une question, « quelle heure est-il » ne peut pas être vrai ou faux. Il n'est pas vrai que, ou il n'est pas faux que, quelle heure est-il. Ce genre d'énoncé est assez frappant dans des situations institutionnelles. Par exemple, si on pense, et ça c'est un exemple qu'Austin prend, si on pense au mariage, lorsque l'officier ou l'officière de l'état civil dit « je vous prononce maintenant unis par les liens du mariage selon notre loi », eh bien, avant ce moment-là, les deux personnes qui se marient ne sont pas mariées, mais après ce moment-là, les deux personnes qui sont là sont de fait mariées. Donc Austin regarde ce genre d'exemple et il se rend compte qu'en fait, pas tout n'est une question de vérité ou de fausseté, mais il y a beaucoup de choses qui sont en fait liées à des actions que l'on fait en parlant. Et il se rend compte, c'est lui qui découvre un peu cette nature performative du langage. Vous pensez à la performance, le fait de produire une action dans le monde. Et donc, quand je dis « oui, je serai là demain, ne t'inquiète pas maman », en fait, je suis en train de réaliser une promesse. Mon énoncé est une action. Avec Austin, on se rend compte que dire, c'est pas seulement représenter ou décrire, mais dire, c'est faire. Une fois qu'il a posé cette distinction, et donc il y a des énoncés qui servent à constater des choses et des énoncés qui servent à performer des choses, à réaliser des actions, ça permet d'envisager la communication sous un jour beaucoup plus riche. Parce que si on se dit que ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce sont des choses que l'on fait également, on peut commencer à réfléchir aux conditions qui font que ces actions sont réussies ou pas. C'est la notion de condition de félicité de Austin, qui nous dit qu'en fait, une promesse, elle est soit réussie, soit pas réussie. Un regret, il est exprimé de manière réussie ou pas de manière réussie. Une critique peut être réussie ou pas. Et chacun de ces actes de langage différents aura ses propres conditions de satisfaction, ses conditions de félicité. Alors prenons l'exemple de la promesse, par exemple. Pour qu'une promesse soit réussie, qu'elle soit comprise comme telle et qu'elle fonctionne comme telle dans une interaction, il faut que d'abord l'interlocuteur ou l'interlocutrice et le locuteur ou la locutrice parlent la même langue. Il faut que la promesse, le contenu de la promesse corresponde à quelque chose que la personne qui parle peut effectivement faire. Je ne peux pas vous promettre qu'il y a à peu près 1,5 km dans 1 mile. C'est quelque chose qui est indépendamment du fait que je le veuille ou pas. Je ne peux pas promettre des choses comme ça. Il faut aussi que je sois sincère en énonçant ma promesse. Puisque, en le faisant, je m'engage devant vous à faire ce que j'ai dit que j'allais faire.
Donc, si je promets que je serai là demain, il faut que je m'engage à être là demain. Donc, à chaque fois qu'on énonce quelque chose, on produit une action. Et cette action peut être réussie ou pas selon ses propres conditions de félicité. Alors, si on revient à notre exemple de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on peut en dire du point de vue de la théorie des actes de langage? Pour ça, on doit faire appel à la théorie de John Searle, qui est un philosophe américain qui a développé la théorie des actes de langage et qui s'est intéressé en particulier aux actes de langage dits indirects. Je vous donne un exemple. Si mon fils me répète pendant 15 minutes en voiture « c'est encore loin, c'est encore loin, c'est encore loin », et qu'au bout d'un moment, en perdant patience, je lui dis « mais pourquoi tu ne fermes pas ta bouche ?» Je ne suis pas vraiment en train de lui demander de formuler un acte de langage de requête, de demande, pour savoir les raisons qui font qu'il ne ferme pas sa bouche. Ce que je suis en train de faire, en fait, c'est de lui demander, voire de lui ordonner de se taire. Et donc, je produis un acte de langage en surface linguistique qui ressemble à une demande, alors qu'en fait, implicitement, je produis un acte de langage qui ressemble à une requête ou à un ordre, qui sont deux choses différentes et qui ont des conditions de félicité différentes. Alors, comment on explique ça? Pour Searle, ça passe par cette notion de condition de félicité. Searle nous dit que si un locuteur ou une locutrice produit un acte de langage en surface qui pose problème du point de vue de l'une de ces conditions de félicité ou de plusieurs de ces conditions de félicité, alors, probablement, c'est qu'un autre acte de langage est implicitement en train d'être produit. Donc, par exemple, dans l'exemple avec mon fils, manifestement, il est très invraisemblable que je veuille vraiment savoir la raison pour laquelle il ne ferme pas sa bouche. Et donc, je ne veux pas vraiment savoir pourquoi il ne ferme pas sa bouche. Ce qui fait qu'une des conditions essentielles de félicité, essentielles de l'acte de langage de demande, n'est pas remplie, parce que je ne veux pas vraiment savoir pourquoi il ne ferme pas sa bouche. Et donc, comme il y a un problème de ce point de vue-là, on est encouragé à chercher une autre interprétation, et dans le contexte, l'ordre fait sens, surtout si on considère que la répétition de la même question toutes les secondes pendant 15 minutes est très ennuyeuse. Okay. Si on revient à l'exemple de tout à l'heure, l'enseignant nous dit « Ah, j'en connais qui vont réussir leur examen de fin d'année ». Cet acte de langage en surface est une prédiction. On peut d'ailleurs la paraphraser en disant « Je prédis que vous allez réussir votre examen de fin d'année ». Or, pour qu'une prédiction soit heureuse, soit couronnée de succès, il faut que le locuteur ou la locutrice pense que ce qu'il ou elle dit va effectivement arriver. Si je prédis que le PSG va gagner la Champions League, il faut que je sois convaincu moi-même du fait que le PSG va gagner la Champions League. Sinon, ça ne ferait aucun sens pour moi de prédire une telle chose. Donc, dans l'exemple qu'on a vu, le prof n'est pas vraiment en train de prédire que l'étudiant va réussir ses examens. En fait, il ne le croit pas du tout, puisqu'il pense que l'étudiant anticipé ne va pas du tout réussir ses examens. Du coup, si on prend en compte le contexte, le fait que le professeur roule les yeux de dépit, on peut se dire qu'en fait, il est en train de faire autre chose, par exemple de se moquer de l'étudiant, voire de le menacer, puisque c'est lui qui va corriger sa copie. La théorie des actes de langage nous permet donc d'expliquer le sens implicite sous la forme d'actes de langage indirects. En gros, ce sont des situations où le locuteur ou la locutrice produit un acte de langage qui, en surface, a l'air d'un acte bien précis, mais qui, après réflexion, pose problème du point de vue de ses conditions de réussite. Ça permet à l'interlocuteur de se dire que quelque chose d'autre est en train de se passer et de chercher un petit peu plus loin pour enrichir cette interprétation et essayer de voir ce qui contextuellement est en train de se produire. Dans le cas qu'on a vu tout à l'heure, c'est l'ironie et de la moquerie. Alors on pourrait se demander, au-delà de pouvoir expliquer le sens implicite, à quoi ça sert? Eh bien, il y a pas mal de ramifications dans la théorie des actes de langage, notamment des ramifications contemporaines, parce que c'est une théorie qui a été développée dans les années 50-60, mais qui aujourd'hui jouit d'un regain d'intérêt, parce qu'elle permet d'expliquer des phénomènes qui vont au-delà d'un simple sens implicite routinier, comme on l'a vu tout à l'heure, pour parler des questions, par exemple, liées au hate speech, au discours de haine. C'est donc une théorie qui considère les devoirs et obligations de toutes les personnes qui participent à la communication d'un point de vue normatif, qui considère que les choses sont régulées dans la communication. Alors, je vous donne encore un autre exemple qui est dans un article de Ray Langton, qui est une prof de philosophie de langage à Cambridge, et qui prend l'exemple d'un supporter de foot dans un match qui dirait quelque chose en se moquant d'un joueur « espèce de gonzesse ». Donc évidemment, cette espèce de gonzesse, c'est un énoncé qui pose problème d'un certain nombre de points de vue. C'est pas sympa pour les gonzesses. C'est une manière d'ordonner la valeur d'être humain en fonction de leur genre.
c'est une manière d'insulter un joueur, c'est une manière d'essayer de trouver une complicité au sein de l'assemblée ou de l'ensemble de supporters pour se moquer du joueur, pour se moquer des femmes, etc. On voit que ça entraîne tout un tas de problèmes qui devraient être mis en question. Ce qui est intéressant, c'est que si on regarde cet énoncé-là du point de vue de la théorie des actes de langage et les réactions qui peuvent ou pas être déclenchées après que ce supporter a crié espèce de gonzesse, ben on a plusieurs cas de figure. Imaginez que personne ne dise rien, que tout le monde fasse haha et on passe à autre chose. Même si ça a l'air anodin, ça modifie certaines choses dans l'interaction. C'est-à-dire que si personne ne s'insurge ou ne remet en question ce qui a été dit, et pourquoi c'est problématique, ça veut dire qu'en fait, dans un tel contexte, on est en droit de le faire, il est permis de le faire. Et donc ça légitime un comportement discriminant, simplement du fait de l'absence d'une réaction. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut expliquer justement avec la théorie des actes de langage. Si quelqu'un essaie de le bloquer, probablement que cette personne va essayer de remettre en question les conditions de félicité de cet acte. Mais pourquoi vous dites gonzesse? Pourquoi est-ce que gonzesse, ça serait un vilain terme? Pourquoi ça serait dégradant, etc. Si on remet en question ces choses-là, on essaye d'influencer ce qui est permis, ce qui est possible de faire dans une interaction de ce type. À partir de là et de ce genre de réflexion, on peut commencer à explorer d'autres phénomènes linguistiques et communicationnels en discours politique, en discours médiatique, qui vont au-delà du simple fait linguistique. Comme c'est une théorie normative qui considère que dire, c'est faire, on est dans l'action, on est dans le comportement. Et on peut commencer à explorer ces directions-là. Ce qu'il faut retenir, c'est que la théorie des actes de langage est la première théorie systématique qui vraiment essaie d'expliquer ce fossé qu'il y a entre ce qui est dit d'une part et ce qui est communiqué d'autre part. Mais excusez-moi. Oui? Mais je me demandais comment on sait qu'il faut comprendre cette interprétation. Par exemple, dans notre exemple, ça pourrait être de la moquerie ou alors ça pourrait être une menace. Excellente question. Ça, nous allons le voir dans la deuxième vidéo très bientôt. Générique. Clap.